Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu mon cher Kira cette semaine ? Bonjour Sid, bah écoute ça va bien, je passe une très bonne semaine, pas mal de taf quand même, donc du coup j'ai pas eu le temps de faire grand chose, je t'avoue. Pour te dire, je me fais de la micro-session de Ghost Recon Wildlands, je me suis remis dessus et c'est vraiment très cool à jouer. Ouais, carrément. C'est ton kiff ça ? Ouais, c'est carrément mon kiff, je l'avais fini sur PS4 à l'époque, donc là je l'ai refait à 0 sur série X et ça reste toujours un pur bonheur à jouer, ça c'est clair. J'ai même pas eu le temps de retoucher, toi, pour te dire à Sandland ou quoi, j'ai été très limité. Mince. Et puis Duel Diver que j'ai fait avec toi et les copains. Mais voilà. Si demain soir je vais me faire un petit peu de Dead Island 2. Je vais faire du Dead Island 2. Le DLC du coup ? Ouais, on va faire le deuxième DLC. Le premier était très cool et là du coup on va faire le second DLC. Et je pense peut-être chroniquer les deux. Du coup ça mériterait d'en parler. Ah bah bonne idée. Bah ouais, ça mériterait d'en parler en tout cas. Mais voilà ce que j'ai fait. Et toi t'as fait quoi cette semaine ? Alors cette semaine je suis en vacances. Donc déjà je prends du temps pour me reposer. Mais en jeu vidéo je consacre tout mon temps à Stellar Blade que je suis en train de platiner. Là, je suis à la toute fin du jeu. Donc, je suis dans la phase où je récolte tous les collectibles, je finis toutes les quêtes qu'il y a à faire. Bref, je ponce ce jeu et j'y prends toujours autant de plaisir. Et une fois que j'aurai fini tout mon bazar là avec Final Fantasy et mes chroniques, je ferai Stellar Blade. D'accord. Et du coup, en parlant de Final Fantasy, je t'offre là encore une fois une transition toute trouvée pour le sommaire de l'émission. Alors, au niveau du sommaire de l'émission, on va parler de pas mal de petites choses. On va parler déjà de PlayStation pour commencer. Ensuite, de Assassin's Creed, car il se murmure que dernièrement, il s'est passé 2-3 choses. Square Enix également. Et pour finir, on va parler d'Ubisoft et d'un certain The Division. Le test de la semaine, donc Final Fantasy VII Remake, avant d'attaquer le Rebirth. Et pour finir, on va parler de La Planète des Singes, le nouveau royaume, donc titre français que je n'apprécie pas du tout. Mais voilà, ça sera mon sujet de la semaine. Bon, ça sera une grosse émission, hein. On l'annonce tout de suite parce qu'on a tous les deux une très grosse chronique, plus pas mal d'actualités. Mais comme moi, pour ma part, je suis en vacances, donc j'aurai le temps de faire le montage. Donc c'est pour ça qu'on fait une grosse émission cette semaine. Donc ne tardons pas plus, allons-y, hein. Je te propose qu'on attaque. Hein. C'est parti. On va parler pour commencer de PlayStation. Donc, Jim Ryan, l'ancien CIO, donc PDG de PlayStation, patron assez charismatique, même très charismatique, hein, c'était un personnage charismatique, mais clivant de la division PlayStation, parce qu'il était parfois adulé, parfois détesté. Enfin, en tout cas, il a eu quand même, malgré tout, une très belle carrière, mais on sentait qu'il était en fin de course. Il était plutôt âgé quand même. Donc, il a quitté officiellement ses fonctions en avril 2024, même s'il avait pris une pré-retraite. Mais la fin vraiment de ses fonctions, c'était assez récemment, là, en avril 2024. Et Hiroki Totoki, qui est le PDG du groupe Sony, assurait jusque-là l'intérim. Et comme lui, il s'occupe de tout le groupe Sony, je pense qu'il a du taf, hein, surtout que je crois qu'il y a un petit bis-bis en ce moment avec Sony, Paramount, hein, je crois, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. A priori, Paramount serait dans le giron de Sony, donc peut-être pour un rachat ou quoi. Mais en tout cas, ça ferait une sacrée fusion, en tout cas, si ça arrive, parce que le catalogue Paramount, c'est pas un petit catalogue, quoi. Star Trek. Ouais, et puis ça mettrait des licences incroyables dans le giron de PlayStation peut-être. Enfin bref, donc en tout cas notre Hiroki Totoki en tant que PDG de Sony, il a de quoi faire. Donc il avait besoin d'un remplaçant à Jim Ryan, et plutôt que d'en avoir un, il en a sélectionné, il en a promu 2. Donc le premier, qui était mon chouchou, c'est celui que je plébiscitais moi en tout cas pour passer après Jim Ryan, c'est Herman Hulst. Donc un choix de compétences déjà, hein, c'est quelqu'un qui a une carrière dans le jeu vidéo assez fabuleuse, un peu comme Jim Ryan, hein, d'ailleurs c'est une longue carrière où il y a eu plein de belles choses de faites. Donc de Herman Hulst, c'était quand même le fondateur du studio Guerrilla. Donc Guerrilla, c'est Killzone, c'est Horizon. C'est des bonnes licences, tout à fait. En plus des licences qui représentent la marque. D'ailleurs, ce serait très cool de voir un Killzone qui pourrait être un Call of Duty killer, donc ce serait cool de voir Killzone revenir. Et il a ensuite dirigé l'EPS Studio, et maintenant,
il est le PDG du département Studio Business Group. Donc il est PDG de toute la partie production de jeux first party pour PlayStation Console, l'extension des licences aussi vers d'autres médias. Donc qui montre à quel point c'est maintenant dans leur stratégie de faire des séries, de faire des films. Du cross-média, oui. D'ailleurs, on a une série, je crois, Horizon, qui doit être sur Amazon, et God of War sur une autre plateforme. Enfin, il y a deux séries comme ça, de très grosse ampleur, qui se dessinent. Et en plus, là où c'est un très bon recrutement ou promotion, peu importe, c'est que c'est une personne qui est appréciée, qui est médiatiquement reconnue, qui sera à mon sens la tête de proue des événements, des showcases, etc. Donc c'est un excellent choix, je trouve. Et le deuxième PDG du groupe Sony, de la branche Sony, c'est Hideaki Nishino, donc un japonais cette fois-ci. Donc c'est bien aussi pour montrer quand même le fait que PlayStation est une entreprise japonaise. Lui qui sera PDG de la plateforme Business Group. Donc il est en charge du hardware console et des accessoires, sachant qu'on sait que les accessoires c'est aussi une part très importante de ce que fait PlayStation. C'est clair. Et donc lui c'est plus sur la partie, tu vois, technologie, hardware, service, en complément de Herman Hulst qui lui du coup sera plus sur les jeux, les licences et l'extension, comme je disais, à d'autres médias. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont chacun leur spécialisation. Donc, du coup, déjà, le premier point positif pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'ils délaissent un peu la branche américaine de Sony pour se recentrer sur la branche japonaise, ce qui pour moi n'est pas un mal, car vraiment l'ADN de Sony, ça reste leur spécificité liée à leurs origines. Donc ça, c'est le premier point qui me plaît beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'ils scindent en deux ces deux branches-là pour que ce soit deux personnes qui gèrent chacun de leur côté leur spécialisation, même s'ils se regroupent de toute manière, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que sur les derniers périphériques comme le PSVR par exemple, j'ai plutôt l'impression que cet accessoire de luxe, comme je l'appelle, a peut-être été un peu délaissé par Sony, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la sortie des jeux, et du coup, pourquoi pas remettre un focus justement sur cet objet qui pourrait justement faire un gros boom si ça venait à avoir une vraie killer app derrière pour pouvoir le vendre. Complètement, c'est très très juste. Là où je te rejoins aussi dans l'analyse, c'est que je trouve que c'est très bien de faire ça. C'est par une seule personne, ça devient compliqué, je trouve, dans le marché actuel du jeu vidéo, dans l'effervescence et tous les dramas qu'il y a autour du jeu vidéo. Donc qu'il y ait deux personnes vraiment dédiées avec leur spécificité, comme tu dis, pouvant mettre eux leur force sur vraiment leur domaine et rentrer en synergie comme ça entre les deux. Je trouve que c'est vraiment ça paraît solide en tout cas. Ça paraît une stratégie qui est solide, pragmatique, cohérente avec le marché. Donc encore une fois, on reconnaît en tout cas tout le pragmatisme, je trouve, du pilotage entreprise à la japonaise, si je puis dire. De mon côté, on va parler d'Ubisoft. Alors sans le vouloir, mes deux news sont consacrées à Ubisoft, comme quoi. C'est vrai. La première news, c'est une news qui fait moins plaisir que la seconde, donc on va parler de The Division Heartland, qui a été tout simplement annulé par l'entreprise. Donc c'est un projet quand même qui était de longue date, hein. Ça faisait 5 ans qu'il était en développement, donc c'est pas rien. C'était un jeu free-to-play mobile, je sais pas si tu te souviens, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Oui. La décision s'est faite suite à une réflexion stratégique de l'entreprise visant à redéployer ses ressources vers des projets jugés plus prometteurs. Donc ça, c'est la justification d'Ubisoft derrière cette annulation. Se concentrer, comme ils disent, sur des opportunités plus importantes. Ils ciblent essentiellement XDefiant et Rainbow Six. Ces décisions s'inscrivent donc dans le cadre d'une restructuration plus large de l'entreprise qui a vu la réduction de ses effectifs de 1700 personnes en 18 mois. On en avait également parlé plusieurs fois. Donc le coût du développement, bien que le coût exact n'a pas fuité forcément, mais il est clair que l'entreprise cherche à optimiser ses investissements et se concentrer sur des titres à fort potentiel. Les annulations, il y a eu une série d'annulations récentes donc chez eux, et l'annulation d'Heartland témoigne de la nouvelle stratégie en cours, c'est-à-dire rationaliser sa production pour mieux s'aligner avec ses objectifs financiers et créatifs. Donc les équipes de Red Storm Entertainment qui travaillent actuellement sur ce projet-là vont être
on va dire, transféré vers le projet X-Defiant. Donc celui-ci, ils y croient vraiment beaucoup, en tout cas. Mais malgré ces annulations, Ubisoft reste confiant dans sa trajectoire de croissance profitable, avec des chiffres annuels et trimestriels records. L'entreprise continue de se concentrer sur des jeux d'aventure en monde ouvert, donc, et certains jeux à service, bien sûr, avec la sortie comme le prochain Assassin's Creed Shadow, dont je vais parler tout à l'heure, le fameux Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, et The Division Resurgence qui est prévu sur PC et console, et le fameux X-Defiant justement. En tout cas, Ubisoft semble déterminé à affiner sa stratégie de développement de jeux pour rester compétitif sur le marché. Après, est-ce que c'est si rentable que ça d'annuler un jeu qui a 5 ans de développement, qui a déjà eu plusieurs bêta-tests? Enfin, le jeu, il est quasiment fini, en fait. Donc, ça me paraît un peu quand même se tirer une balle dans le pied. En tout cas, on en verra plus lors du Ubi Forward le 10 juin. Écoute, c'est très intéressant comme actualité. Et en fait, sans le savoir, nos deux activités se ressemblent beaucoup. Donc ce que je te propose, c'est que je passe directement sur celle de Square Enix, comme ça on débattra dessus. En fait, parce que je vais dire quasiment la même chose, parce que j'allais parler justement de Square Enix, donc qui est un studio légendaire, qu'on connaît, Final Fantasy, Dragon Quest, Octopath Traveler, etc. Et j'allais parler de la restructuration qui touche Square Enix aujourd'hui, et leur credo c'était moins de quantité, plus de qualité, avec un PDG, donc il y a un nouveau PDG très jeune, ambitieux, très rigoureux, enfin c'est un homme d'affaires, vraiment. Ouais, il porte sur lui, vraiment c'est le businessman japonais dans tout son stéréotype. Donc il s'appelle Takeshi Kiryu, et il est passé par plein d'étapes, donc la vente c'était pas lui, la vente des studios occidentaux de Square Enix, mais ça fait partie de cette refonte et ce changement un petit peu de mindset. Ils ont une forte réduction des effectifs sur les branches américaines, européennes, donc ça malheureusement c'est des licenciements, oui. Surtout avec tout ce qui touche la relation entre les partenaires et les tiers. Et dans une note justement qui était dans une note qui était adressée en même temps que les bilans annuels, il disait, notre cher Takeshi Kiryu: pour les titres HD, le groupe poursuivra agressivement une stratégie multiplateforme incluant les plateformes Nintendo, PlayStation, Xbox et PC, en particulier ce qui concerne les grandes franchises et les AAA. Cela va créer un environnement dans lequel davantage de clients pourront profiter des jeux. En outre, cela permettra également de concevoir une stratégie de plateforme pour les titres SD qui iront sur iOS, Android, mais aussi la possibilité de lancement sur PC. En outre, le groupe s'efforcera de maximiser l'acquisition de nouveaux utilisateurs lors du lancement des titres et celle d'utilisateurs récurrents avec le début de la gestion de l'exploitation des jeux. Donc en gros, tout ça pour dire, Square Enix, eux, en termes de stratégie, ils vont s'étendre aux multiplateformes pour leur AAA, donc stopper les exclusivités, ce qui est très bien. Et en plus, ils avaient présenté leur bilan financier qui était pas très bon parce que, et c'est là où ça fait écho avec ton actualité, ils ont stoppé en cours de développement pas mal de projets, selon eux, enfin ils les ont pas cités, mais ils ont stoppé beaucoup de projets pour se concentrer sur des projets plus essentiels, et ainsi, sur le moment tu perds beaucoup d'argent, c'est vrai, parce que tu as commencé des développements sans des gros investissements, sans qu'il y ait des jeux qui sortent et des jeux que tu peux vendre, mais sur le long terme ça leur fait une réduction des coûts, une optimisation des coûts d'exploitation, etc. Donc on voit avec l'exemple que tu as donné plus celui-ci, un marché en tout cas sur les gros studios où ils sont obligés aujourd'hui d'optimiser leurs coûts, revoir leur stratégie, faire du plus qualitatif en moins de quantité. Enfin, c'est vraiment finalement, je trouve, deux stratégies qui se parlent, les deux. Après, en plus, est-ce que du coup c'est vraiment rentable pour un éditeur tiers qui sort un triple A de le mettre en exclusivité sur une seule console avec un parc aussi grand? C'est vrai que j'ai lu pas mal d'informations, de news dernièrement, comme quoi Square Enix serait déçu des ventes de Final Fantasy VII Rebirth, à voir si c'est confirmé en tout cas. Mais c'est vrai que le fait de limiter un parc à un parc, c'est peut-être un peu dommageable. À côté de ça aussi, il faut savoir, c'est que Final Fantasy, mine de rien, on appelle ça un peu la licence des boomers.
C'est vrai qu'ils essayent de toucher une jeune génération maintenant, mais ça a l'air d'être assez compliqué. Ils ont voulu tenter un virage avec Final Fantasy XVI et ça n'a pas marché plus que ça. Et Final Fantasy VII, même s'il y a sa fanbase, encore une fois, des vieux de la vieille comme nous, ça leur permet d'en vendre, mais est-ce vraiment suffisant ? À côté, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que FF14 qui tire son épingle du jeu là, au niveau de la saga, mais je pense que la douche froide FF7, c'est peut-être ça qui les a orientés vers cette nouvelle stratégie en tout cas. Alors c'est vrai que FF7, Final Fantasy n'est pas une marque aujourd'hui, elle est légendaire, mais elle touche pas le nouveau public. Elle s'adresse plutôt à des trentenaires, quarantenaires comme toi et moi qui sommes nostalgie d'une époque qui avons connu une époque qu'on a envie de voir revenir. Donc c'est pour ça que ces jeux-là ont un intérêt malgré tout. Mais c'est pas avec ça en effet qu'ils vont en vendre des tonnes. C'est pour ça que l'ouverture sur PC de Final Fantasy VII Remake a été une excellente chose. Et quand Square Enix disent aussi qu'ils vont ouvrir leurs exclusivités, il n'y a pas que celle de PlayStation, mais il y a aussi beaucoup d'exclusivités sur Switch, comme Octopath Traveler ou ce genre de choses, qui vont pouvoir débarquer sur d'autres plateformes. Donc je trouve qu'ils font un virage, tu sais, ils me font penser Square Enix de plus en plus à Capcom. C'est vrai. Dans leur stratégie multiplateforme, dans l'ouverture, dans le fait de porter des licences très fortes et d'investir beaucoup là-dessus, je pense qu'on peut faire un parallèle avec le succès de Resident Evil, qui pourrait être aussi celui de Final Fantasy si Square Enix gère bien les choses. Donc je trouve qu'ils prennent un virage qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et là encore une fois, je trouve que c'est plein de pragmatisme tel que l'on connaît dans le monde des affaires au Japon. C'est pragmatique, mais c'est tout à fait logique au final, que c'est vrai que c'est vital, oui. Ouais, c'est vital pour l'entreprise. Quand tu vois que certains joueurs aimeraient bien jouer, encore une fois, je pense à Final Fantasy VII, ça peut leur ouvrir un nouveau parc. C'est pour ça qu'ils mettent FF14 sur Xbox. Et du coup, si tous les jeux sortent en même temps sur toutes les plateformes, forcément, même si je pense que l'exclu coûte cher à Sony, à côté, est-ce que c'est vraiment rentable ? J'ai des doutes quand même. Ouais, après, ça, c'est dur à dire, sachant qu'ils communiquent pas de chiffres Square Enix, ouais. Ils nous ont pas donné les chiffres, mais moi, globalement, en tout cas, je suis plutôt contre les exclusivités, à part celles qui sont développées plutôt en interne. Voilà, c'est les exclusivités des constructeurs qui ont, elles, tendance à représenter l'image de l'entreprise, et ça, je trouve que c'est très bien. Il faut le conserver, ça, à mon sens, encore une fois. Voilà, développer, même pour tout ce qui est aussi. Oui, c'est pour ça, mais par contre, tout ce qui est jeu d'éditeur tiers, des exclusivités temporaires, pourquoi pas, c'est des deals qui peuvent permettre de porter des coûts marketing ou un support à l'édition, comme on le verra pour Stellar Blade et PlayStation, mais c'est vrai que des exclusivités sur le long terme, je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens, et pour le joueur, c'est pas non plus, nous on vise évidemment l'intérêt des joueurs, et pour les joueurs, il faut mieux que ça sorte partout, évidemment. Assassin's Creed Shadow, donc c'est le nouveau jeu de la franchise Assassin's Creed, donc le nouveau jeu canonique même. On n'est pas dans un spin-off, on est vraiment dans une suite, un petit peu, pas reboot on va dire, mais une suite qui repart sur des nouvelles bases quand même. La trilogie Origins, Odyssey, Valhalla s'étant conclue, il décide de repartir sur quelque chose de plus neuf. Donc le jeu se déroule pendant la fameuse période Azuchi Momoyama. C'est une période, oui, c'est beau, hein. C'est une période importante de l'histoire japonaise, commençant en 1579 et se poursuivant jusqu'au début des années 1580. On va suivre pas mal de figures historiques telles que Oda Nobunaga, le grand unificateur du Japon, et Fujibayashi Nagoto, le maître ninja du clan Iga, qui joue un rôle important dans la grande histoire du Japon, en tout cas. Le jeu va donc proposer deux protagonistes, donc la fameuse Nae, qui plaît beaucoup, Naoe plutôt, qui plaît beaucoup a priori sur internet. J'ai énormément de retours positifs sur ce personnage. Donc c'est la fille fictive de Fujibayashi Nagoto, formée pour devenir une shinobi compétente, et Yasuke, un personnage historique réel, originaire d'Afrique, devenu samouraï au service d'Oda. Au niveau du système de jeu, ils ont décidé donc de faire une refonte du système de furtivité, ce qui est quand même très bien, parce que rappelle-toi, sur les derniers Assassin's Creed, la furtivité c'était vraiment très très light, surtout sur le Mirage. Donc là maintenant on va avoir tout un système de lumière et d'obscurité qui seront essentiels pour pouvoir se cacher, ce qui est très cool. On aura une jauge de lumière aussi qui apparaîtra sur l'écran, un peu à la manière d'un Splinter Cell, et un tout nouveau système d'éclairage global pour créer des ombres dynamiques qui pourraient affecter la vision des ennemis.
donc un ennemi avec le soleil de face et nous avec le soleil de dos, pourrait l'aveugler et ça nous permettrait d'appréhender certains camps, par exemple, d'une autre manière. Il est possible aussi de se cacher donc dans les ombres, de créer de l'obscurité en détruisant des lanternes ou en tuant des porteurs de torches. À côté de ça aussi, ils ont parlé que le monde serait dynamique et qu'il y aurait un système de saison. Donc ils ont présenté un peu le système et ça influera sur le gameplay. Par exemple, s'il neige et qu'il fait froid, on va avoir les toits qui vont être enneigés avec des stalactites. Si on marche un peu vite, notre personnage risquera de glisser, par exemple, et de faire du bruit. Pourquoi pas faire même tomber de la neige du toit, et donc ce qui permettrait de le repérer. Mais à côté de ça, les gardes seront plus enclins à faire leur ronde autour des feux, en fait. Donc, ils iront moins dans des endroits éloignés, parce que tout simplement, ils se les caillent, en tout cas. Le jeu introduit des duels élégants, comme ils annoncent, au katana et l'art des ninjas, avec un accent sur le gameplay plus réaliste et tactique que les précédents volets. Quid de la notion de RPG ou de looter-shooter, entre guillemets, parce que tu sais, dans les précédents, on avait un système d'armes... Espérons qu'il n'y ait pas trop ça. Voilà, à leveling, moi je sais que j'appréciais pas trop ça, mais là ils n'en ont pas vraiment parlé en tout cas. Mais ils parlent de combat réaliste, donc a priori ça devrait le faire. C'est rassurant, oui. C'est ça, tout à fait. Il parle également des missions d'assassinat et des quêtes qui sont conçues pour offrir une expérience plus immersive et scriptée. Donc, il s'oriente toujours vers un système à la The Witcher. Déjà, dans les derniers Assassin's Creed, on avait des quêtes secondaires qui étaient plus scriptées avec des mini-histoires dans l'histoire. Mais là, ils ont vraiment poussé l'accent sur ce système-là, pour justement découvrir davantage de choses sur le Japon de l'époque. Donc ce qui est bien dans les productions Assassin's Creed, c'est que c'est des vrais musées ambulants en fait, où il y a énormément de recherches. Certes, ils prennent des libertés pour le gameplay, mais à côté, on apprend certaines choses en jouant en fait. Et je pense que sur cette période du Japon, qui est quand même essentielle, ça nous permettrait de connaître des choses assez intéressantes, et pourquoi pas des choses assez obscures pour nous occidentaux en tout cas. À côté de ça, il y a une polémique autour de la connexion obligatoire pour installer Assassin's Creed Shadow, donc ça a suscité de vives réactions dans la communauté des joueurs sur Twitter. Initialement, il semblait que le jeu nécessitait une connexion internet constante, même pour les copies physiques, donc cela a provoqué une inquiétude parmi les joueurs qui préfèrent comme moi par exemple, un système de connexion hors ligne en particulier, ou ceux qui ont accès à un faible débit internet aussi, il faut penser à eux, qui vivent au fin fond du Périgord, par exemple. Désolé si vous habitez dans le Périgord, les gars. Et qui sont contre les restrictions des DRM, par exemple. Et en réponse à cette controverse, Ubisoft a clarifié que le nouveau Assassin's Creed ne nécessitera pas de connexion internet permanente. La connexion sera uniquement obligatoire pour l'installation du jeu. Donc cela signifie que les joueurs peuvent profiter, voilà, c'est ça, de l'intégralité de leur jeu en mode hors ligne, une fois l'installation terminée. Cependant, ceux qui achètent une version physique, donc comme moi par exemple, devront avoir une connexion internet au moment de l'installation, ce qui pourrait inclure un gros téléchargement et des mises à jour pour le lancement. Donc maintenant, en fait, nos éditions physiques, comme on en a parlé déjà plusieurs fois, on se retrouve vraiment avec juste quelques... Avec du vent. Ouais. Quelques bribes du jeu, en fait c'est vraiment pour avoir une belle boîte quoi. Donc cette clarification a probablement apaisé une partie des inquiétudes, mais elle souligne également une tendance croissante de l'industrie du jeu vidéo où même les jeux solo nécessitent une certaine forme de connexion internet, ne serait-ce que pour l'installation. Cela peut poser des problèmes pour certains joueurs et soulève des questions sur l'accessibilité et la propriété des jeux vidéo à cette ère du tout numérique, mais surtout sur le devenir du jeu vidéo en lui-même. Est-ce que si dans 10 ans j'ai envie de me relancer dans mon Assassin's Creed Shadow, est-ce que les serveurs seront toujours ouverts? Est-ce que j'aurai la possibilité de l'installer sur ma nouvelle console, ou est-ce que c'est justement une porte ouverte pour avoir des remakes et des remasters à tout va? Moi je reste mitigé. Pourquoi? Parce que j'ai la fibre optique et une installation de jeu, maintenant je mets même plus mon CD pour l'installer, c'est-à-dire j'achète ma version de boîte, mais je l'installe directement via l'application, en fait c'est plus rapide que la lecture du CD. D'un côté, je me dis que si je veux rejouer à mon jeu sur ma Series X ou sur ma PS5 dans quelques années et que je dois me résoudre à ne pas pouvoir y jouer parce que mon jeu ne s'installe plus, je serais quand même embêté en fait. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, déjà moi en tout cas sur le jeu, moi je suis très très chaud. Je suis pas trop Assassin's Creed déjà de base, mais je suis extrêmement séduit par l'ambiance japonaise évidemment et de cette ère Sengoku que j'aime beaucoup, et aussi le fait d'avoir deux gameplays, deux personnages différents, le shinobi, le samouraï, avec un samouraï en plus qui a une histoire très atypique qui est vraiment cool. Donc le jeu,
pour une fois, je vais jouer à un Assassin's Creed, donc ce sera une grande première pour moi. Donc je suis très chaud. Et après, quant à l'installation qui nécessite une connexion internet, c'est extrêmement triste ce que je vais dire, mais je crois que j'ai presque lâché l'affaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus une raison de ne pas acheter un jeu. Je suis moins militant sur le sujet, on est plus habitué, c'est vrai, malheureusement. Encore une fois, je dis pas que c'est quelque chose de bien, bien au contraire, je trouve que ce sont des pratiques que je n'approuve pas, mais auquel cas, j'y suis tellement habitué que je ne fais même plus attention. Connexion par contre obligatoire en mode solo tout le temps, ça c'était niette, ça c'était horrible, mais bon, quand j'installe mon jeu, de toute façon, ma PlayStation est connectée à Internet, donc il y a peu de débat, mais c'est petit à petit, ils immiscent ce genre de pratiques qui vont devenir un standard, et ça pose de vraies questions sur la préservation du jeu vidéo sur le long terme, en effet. Cela, aujourd'hui, on peut jouer avec notre PlayStation 1, avec les CD qu'on a de l'époque. Dans 20 ans, on pourra pas faire ça avec nos jeux PlayStation 5, c'est quasiment certain, et Xbox aussi, voilà. Donc sur Switch par contre ils sont exemplaires, il y a pas ce sujet là. C'est vrai. Et j'ai un ami, moi, qui vit en Bretagne, donc coucou. Il me disait que lui, il vit vraiment dans une zone, quasi une zone blanche, en fait. Donc, il est en très très bas débit. Éventuellement, il peut avoir une box 4G, sauf que les box 4G étant limitées en termes de data, si le jeu il fait 200 gigas à télécharger, ça lui éclate son forfait, en fait, en une fois. Et c'est vrai que ça aussi, faut y penser. Et je pense que tous les pays, en plus, ne sont pas logés à la même enseigne. Dans certains pays, encore, ils ont des forfaits Internet limités en nombre d'heures. Je pense à nos amis canadiens, où les forfaits internet illimités coûtent un rein, tout simplement. Sinon, c'est des forfaits soit où ils modulent le débit, soit où ils modulent le nombre d'heures d'accès. À l'époque, nous, tu te rappelles, on avait AOL. Et c'est vrai, est-ce que c'est vraiment pertinent de nos jours de faire toujours ce système-là ? À côté, je regarde Baldur's Gate, qui te sort le jeu complet sur 3 disques sur Xbox ou 2 disques sur PlayStation. Bah oui, en fait, ça se demandait si Ubi a pas voulu faire des économies par rapport à ça. Ouais, c'est possible. À côté de ça, ça n'empêche que j'ai précommandé tantôt l'édition collector à Micromania. Donc je suis un gros pigeon, mais les figurines ont l'air quand même très très belles, j'avoue. Donc voilà, donc je râle, mais j'ai payé, donc voilà quoi. Donc ils ont réussi, voilà. Donc ils ont parfaitement réussi. C'est ainsi, sur ton craquage de l'édition collector d'Assassin's Creed, que nous allons clôturer la partie actualité de notre émission, pour passer sur Final Fantasy VII Remake. Grosse chronique, gros dossier. Final Fantasy VII Remake, donc c'est le remake tant attendu par les fans de Final Fantasy VII qui est sorti initialement en 1997 sur PlayStation 1. Donc ça ne nous rajeunit pas ceux qui l'ont fait à l'époque à sa sortie. Le remake est exclusif PS4, PS5, PC. Il est sorti en 2020. Et derrière ce remake, donc c'est des très grands noms. Et il y a un petit truc qui est marrant d'ailleurs, vous allez voir. Donc en premier lieu, il y a Yoshinori Kitase, donc qui incarne Final Fantasy VII depuis l'épisode 5. C'est le patron de Final Fantasy aujourd'hui, c'est le taulier, exactement. Ensuite, il y a Tetsuya Nomura, Chara designer de talent, avec... de talent. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Bon bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais il est aujourd'hui à la réalisation du jeu, donc lui aussi c'est un taulier. Donc ils ont c'est vraiment la Dream Team de Square Enix qui est sur le dossier. Et ils sont très bien entourés par Naoki Hamaguchi, qui lui, c'est ça qui est rigolo, parce qu'il est fan de Final Fantasy VII, le Final Fantasy VII original, donc il est joué enfant, c'est le plus jeune de la team, et il est maintenant co-directeur du remake. Donc pour lui, dans une interview que j'avais vue, c'est surtout que le gars il était fan du jeu il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, et aujourd'hui il co-réalise le remake, donc il est comme un fou, quelqu'un de en plus très sympathique, très jovial et tout. Il a fait ses armes sur l'épisode 12-13, donc voilà, on a du très beau monde. Et j'aurais beaucoup aimé vous parler du développement parce qu'il est assez fou, le développement d'FF7 Remake. Il est chaotique, il est long, il a été d'abord délégué à un studio externe puis rapatrié en interne, mais c'est trop long. Et comme je veux pas que la chronique soit trop longue, je vous invite plutôt à aller lire le livre de Sœur d'édition, donc écrit par Pierre Lovati, un livre que j'adore, que j'ai lu justement avant cette chronique. Le livre est exceptionnel et il y a tous ces détails que je vais pas moi développer dans la chronique, me focusant, parce que le risque est de trop parler dans une chronique aussi importante que Final Fantasy VII Remake. Donc je vais volontairement pas parler de tout.
Je vais simplement donner mon expérience par rapport au jeu. Et en plus, il y aura un fil conducteur avec la chronique de Rebirth qui est dans 2 semaines. Donc les deux seront un petit peu complémentaires. Et comme thème à cette chronique, je vais vous dire pourquoi Final Fantasy VII Remake n'est pas un grand jeu, mais c'est une grande promesse. Donc c'est assez mystérieux ce que je dis, mais restez, vous allez comprendre juste avant la musique qui est par contre absolument exceptionnelle. Donc l'histoire. Déjà franchement Final Fantasy VII, l'original et le remake, quand on le lance, on a une introduction qui est assez légendaire, qui a complètement été refaite évidemment pour le remake. Elle est totalement somptueuse, très bien réalisée, où on a un plan, une sorte de plan séquence, on arrive dans Midgar et direct à l'intro se termine qu'on a presque manette en main et tu vois, il y a très peu de transition, on joue direct Cloud qui descend d'un train, parce que dans Final Fantasy VII Remake on incarne Cloud. Donc je vous invite d'ailleurs en introduction à réécouter ma chronique sur FF7 Crisis Core que j'avais faite, parce que je détaille des éléments du lore que je vais pas redétailler ici. Cloud, c'est un ancien soldat qui travaillait pour le groupe de la Shinra, sauf qu'il travaille plus pour la Shinra, il a été embrigadé par contre, il est mercenaire, donc il a été embrigadé par un groupe terroriste qu'on appelle Avalanche. Ce groupe dit défendre l'intérêt de la planète et se battre contre cette fameuse méga corporation qui est la Shinra. Donc voilà, tout ça, comme je vous dis, je détaille vraiment dans Crisis Core, mais la Shinra, pour redonner un peu le contexte, c'est tu te rappelles, je disais, c'est un groupe mi-État, mi-entreprise. C'est ça. Hein, quelque chose de très très tentaculaire à la Cyberpunk, comme on avait fait le parallèle. Et donc Cloud, on joue ce personnage et donc on officie contre la Shinra, groupe éminemment puissant comme je le disais. Donc nous sommes tout le temps pourchassés. C'est une sorte de fuite en avant, ce jeu, un peu à la FF13 au final, où nous devons donc commettre les pires exactions de façon discrète et avec agilité, parce que nous travaillons pour un groupe terroriste. Et c'est comme ça qu'on rencontre Tifa, Barrett, qui sont d'ailleurs barman le jour et terroristes la nuit, et aussi toute la clique, donc Wedge, Biggs, Jessie, et surtout Aeris, donc l'héroïne d'FF7, Cloud étant le gardien. Donc c'est FF7 dans son ensemble, hein, l'original comme le remake. Quand on met les pieds dedans, c'est vraiment une histoire qui est extrêmement riche. C'est le très gros point fort de toute façon de cet épisode, qui fait vraiment tout son intérêt. On rencontre plein de protagonistes, plein de personnages en couleurs, et c'est vraiment cette diversité, cette palette de couleurs qui donne toute la richesse de ce titre. Et en ça, en plus, c'est ce que tu aimes en termes d'écriture de personnages, c'est qu'ils sont souvent plein de nuances. Je le disais, nos antagonistes, je le disais dans Crisis Core, nos antagonistes, on se rend compte que parfois ça peut être des gars bien aussi. C'est pas forcément que des méchants. C'est pas binaire, quoi. C'est pas binaire, c'est pas manichéen. C'est tout en nuances, parce qu'encore une fois on incarne un groupe terroriste. Enfin voilà, c'est quand même généralement pas des types bien. Donc c'est très riche, c'est varié, c'est haut en couleur comme je le disais, et c'est pour moi, en fait c'est tout ce que j'aime dans cet épisode. Et de cette histoire, il y a, si tu veux, je vais dire 4 grands thèmes, je trouve, enfin ceux qui moi me touchent. Le premier, c'est la fraternité du groupe, parce que c'est ça qu'on découvre avec Final Fantasy VII Remake. Cet épisode est dédié à la construction de ce groupe, la constitution de cette fraternité, de cette camaraderie, parce qu'il y a une vraie camaraderie entre eux. Et ça, c'est un thème qui forcément accroche, tu vois, touche. Quand tu finisses le jeu, t'as l'impression de perdre tes potes, tu vois, presque. Et ça, oui, c'est ça, oui. C'est ce qui est important, ça prouve que les personnages sont bien écrits, justement. Bah oui, c'est un peu l'effet que me fait Battlestar Galactica, série qu'on adore tous les deux. Quand t'as fini la série, t'as l'impression d'avoir perdu vraiment des personnes à qui tu te sentais proche. Tu verras plus jamais, ouais. C'est un petit peu ce sentiment d'unité, de groupe, de camaraderie que j'aime beaucoup dans Final Fantasy VII, avec un bémol. Il y a un personnage, je le trouve vraiment maltraité, qui est Wedge, à la limite de la grossophobie, parce que c'est un personnage qui est bien en chair, mais qui est très attachant, et il est toujours un peu porté sur la bouffe. Enfin, ils l'ont toujours écrit un peu comme ça. Le gars, il a juste envie de manger de la pizza et tout. Enfin, franchement, je le trouve, il y a que ce personnage, cliché sur patte, quoi. Ouais, cliché sur patte, que ce personnage que j'ai trouvé vraiment moins bien écrit que les autres, mais pour tout le reste ça marchait très bien. Autre thème
Et donc ça, c'est assez rare dans un jeu, comme je disais. On nous met dans la peau des terroristes, donc leurs actions sont louables finalement, on le comprend avec le temps, mais pas sans conséquences, parce que ils commettent vraiment des exactions qui peuvent tuer. Donc c'est quand même atypique de nous mettre dans la peau de ce genre de personnage. De terroriste, tout à fait. Clairement. Aussi Cloud, le héros le personnage que l'on incarne, le personnage principal, c'est un ancien soldat qui est malade, qui est contaminé par la Mako. Donc la Mako, c'est une sorte d'énergie qui quand on est trop exposé, un peu comme les radiations, nous altère. Et donc c'est un personnage qui est en proie à des hallucinations où il voit Sephiroth. Sephiroth, c'est l'antagoniste le principal de FF7, où son jugement est altéré, où sa vision est altérée. Donc c'est un personnage qui est vraiment malade en fait. Il est handicapé de ça. Oui, c'est ça, carrément. Ouais, il est vraiment, il est comme nos gueules cassées en 39-45, enfin plutôt la Première Guerre, ouais, ou les soldats traumatisés de la guerre d'Afghanistan par exemple, dont il y a eu des films. Cloud, c'est un peu ça. On joue le mec traumatisé, mais réellement quoi. Le mec, il est cassé quoi. Donc c'est le héros qu'on nous propose de jouer. Et enfin, le quatrième thème, c'est l'écologie. Et Final Fantasy VII est une fresque écologique parce que la Mako, cette énergie, elle est puisée par la Shinra, sauf que cette énergie, elle vient pas de n'importe où, c'est l'essence de la planète. Donc plus on l'extrait, plus on la consomme, plus on dévitalise la planète sur laquelle on habite. Et Avalanche, justement, ce groupe terroriste agit pour que la Shinra arrête d'exploiter la Mako. Donc tu vois des thèmes très variés. Surtout très avant-gardistes à l'époque quand c'est sorti quoi. Mais écoute, j'allais le dire, on est en 1997, on parle déjà d'écologie, c'est pas rien. On parle du terrorisme en leur donnant un visage, en les incarnant, et aussi la maladie, les traumatismes et tout. Donc, et tout ça en rajoutant une sous-couche de fraternité. Donc c'est une œuvre qui est parfaitement dans son temps. Et le remake retranscrit vraiment ça de la plus belle des manières. C'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Et donc, je peux pas parler de Final Fantasy VII sans parler remake, sans parler de Midgar. Donc Midgar, Kira, tu connais pas trop Final Fantasy VII, mais je pense que tu situes quand même. C'est la méga. Je situe bien la ville, oui, tout à fait. C'est la méga ville. Imagine, je sais plus, la ville dans Gum, je sais plus comment elle s'appelle. Ou Metropolis. Ouais, très bien, très bon exemple, Metropolis. Pas le Metropolis de Batman, mais le vieux Metropolis de Fritz Lang. Film qu'on adore aussi. Et en fait, c'est une ville tentaculaire, majestueuse, gargantuesque si je puis dire, tout en hauteur, avec différents quartiers qu'on nomme des quartiers qui sont sur des plateaux, donc encore une fois en hauteur, et au sol se trouvent les bidonvilles, donc le bas peuple, si je puis dire, bien que dans ma bouche il n'y a pas de classification entre les gens, mais c'est comme ça que c'est retranscrit c'est comme ça qu'ils l'appellent, oui. Ouais, c'est comme ça que c'est retranscrit dans le jeu. Donc en fait, Midgar, elle a son importance parce que c'est la personnification à elle seule de tout un tas de choses qui vont cristalliser notre attention durant tout le jeu. Déjà, je le disais, la lutte des classes, donc ça, on retrouve ça dans plein d'œuvres japonaises, je citais Gum, mais c'est un très bon exemple, où les gens d'en bas, encore une fois, entre guillemets, ce ne sont pas mes mots, il y a ces gens-là donc qui vivent dans les bidonvilles, il y a les classes moyennes qui sont à la solde de la Shinra qui veulent tout faire pour continuer à progresser, augmenter, et il y a les dirigeants qui sont en haut de tout ça, qui chapeautent. Donc ça c'est une ville très pyramidale comme ça, c'est quelque chose qui est vu et revu entre guillemets, mais en tout cas Midgar a été précurseur, Final Fantasy a été précurseur là-dedans aussi, avec le désir justement d'ascension, d'aller toujours plus haut dans la richesse et le pouvoir. Et aussi, Midgar, elle a pour trait l'opulence. Quand on est dans les hauts quartiers, c'est des quartiers qui ressemblent à Paris, mais pas le Paris de nos jours, le beau Paris, si je puis dire. Le Paris. Pas le Paris post-JO, quoi. Pas ce Paris-là, le Paris de la belle époque, des années folles, où t'as l'opulence, justement, t'as les luxes, t'as le luxe, jusque les bancs publics qui sont très beaux, les lampadaires, où c'est très mondain, très chic. Midgar, c'est aussi ça. Midgar, ça représente aussi l'avarice des hommes parce que tellement qu'elle est opulente, elle est très gourmande en énergie, et ça rejoint ce que je disais avant, gourmande en énergie, ça veut dire consommer de plus en plus de Mako, donc plus en plus de vitalité de la planète, et c'est aussi une ville qui cristallise la haine du coup, la haine de ce groupe d'Avalanche, la haine des personnes qui sont en bas et qui profitent pas de tout ça.
Donc vraiment, comme je le disais, Midgar, elle galvanise vraiment toute notre attention durant tout le jeu, toute l'attention de nos personnages. C'est le théâtre de notre fuite, le théâtre de nos affrontements. On doit détruire certaines parties de Midgar. Enfin, vraiment, tout s'y passe. Et c'est presque un personnage à part entière du jeu. C'est pour ça que je parlais de personnification. Elle est un petit peu comme Sephiroth, qui est l'ombre, les visions de Cloud, le grand méchant. T'as Midgar qui est toujours un petit peu en toile de fond, et c'est vraiment la très très grande réussite de ce jeu. Et les développeurs, je trouve que dans ce remake, ils ont réussi à sublimer Midgar, et c'était certainement un des plus gros attendus, tu vois, par rapport au jeu originel, que de réussir à développer Midgar. Surtout qu'en plus, dans le jeu original, Midgar, c'est quoi ? C'est le tout début du jeu, en fait. C'est un quart d'heure du jeu à peine. C'est un peu plus. Je le dis juste après, mais tu touches quelque chose du doigt que je vais développer. Mais en tout cas, ce qui est bien aussi dans Midgar, c'est il y a quand même une richesse des environnements, une identité qui est forte. On passe pas mal de temps dans les bidonvilles, donc ils sont tout en bas. Les bidonvilles qui servent de hub parfois, où tu auras des zones tout petit peu ouvertes, faut pas s'attendre à des zones très ouvertes, mais on aura des quêtes annexes qui vont nous faire où ce sera l'occasion de comprendre, découvrir la population. On va visiter aussi la tour Shinra, on va visiter le Wall Market. Donc le Wall Market, c'est vraiment c'est un lieu emblématique de l'original, c'est un quartier très animé, très haut en couleur, où tu as aussi un petit quartier des plaisirs. Enfin, tu vois, c'est assez cocasse. Et d'ailleurs, Final Fantasy VII, c'est ça qui fait son originalité, Kira, c'est que c'est un jeu, les propos, le ton est lourd. Enfin, les propos sont lourds, mais le ton est souvent très léger, parfois absurde. On est dans de la comédie parfois burlesque, avec des personnages très caricaturaux, très rigolos. Et ces moments très bariolés font du bien, parce que je l'ai dit, il y a des environnements hauts en couleur, mais aussi il y a des environnements qui sont assez ternes. On passe du temps dans les souterrains, dans des tunnels, dans des branches d'autoroute. Enfin, il y a des environnements qui sont vraiment très austères. Donc voilà, ça souffle un peu le chaud et le froid, tu vois. Autant Midgar, la représentation telle qu'elle est faite de l'ensemble est très cool, mais autant les endroits que l'on parcourt, c'est pas toujours, c'est pas toujours folichon, je trouve. D'accord. Oui, et puis est-ce que, alors tu vas peut-être en parler après, mais du coup le fait d'avoir étendu autant la partie Midgar, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est vraiment pour faire un jeu quoi, tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens, est-ce que ça apporte un supplément en dramaturgie ? Est-ce que on découvre un peuple pour rendre l'expérience moins binaire ? Parce que si je me souviens bien, dans le Final Fantasy VII, en gros ils font péter Midgar et il y avait peut-être des civils dedans. Enfin, on sait pas. Est-ce que ça justement, ça apporte un nouveau point de vue sur ce genre notamment l'événement que tu cites où ils font péter carrément un plateau de Midgar. Donc c'est un semi-spoil, hein, mais le jeu de façon originale est quand même pas tout jeune et c'est pas voilà. Et puis celui-ci, le remake, a 4 ans maintenant. Donc oui, il y a il y a un traitement qui est différent. On voit davantage les conséquences de ce que l'on fait en tant que terroriste. Donc j'ai envie de te dire que il y a des apports qui sont heureux et il y a des apports qui sont un petit peu plus malheureux, maladroits, et c'est ce que je vais développer tout de suite. Ça va répondre de toute façon à ta question, parce que comme je dis, le groupe, ils font une fuite en avant. Donc on enchaîne les chapitres et les zones parce qu'on doit se tailler en gros, on est pourchassé. Donc ce qui fait qu'on a des zones assez couloirs souvent. Donc j'ai rien contre les couloirs, sauf quand ils se passent dans un environnement très austère, ce que je citais avant. Donc moi, il y a vraiment des passages que j'ai trouvé longs, vraiment. Et on va avancer, on va enchaîner les combats. Par contre, parlons-en. C'est peut-être l'occasion. Les combats sont vraiment une belle réussite de ce remake. On a fini avec le tour par tour. Moi j'adore ça, le tour par tour. J'aurais préféré qu'on le conserve, mais l'objectivité me fait dire que c'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est des combats qui sont dynamiques, on peut bouger, on n'est plus figé, on esquive, on a une garde, et en fait on a une jauge d'ATB qui se remplit au fur et à mesure du temps, qui nous permettent de déclencher des compétences et des magies. Et ce qui est très bien dans ce système, Kira, c'est que tes coéquipiers, déjà, tu peux passer d'un personnage à l'autre si tu en as envie. Ça te permet varier. Ouais, ça te permet de varier les gameplays parce que chaque personnage a des gameplays différents. Barrett va être à distance avec sa grosse mitraillette au bras. Tifa va être du corps à corps avec ses coups de pied, coups de poing. Cloud, il va être un peu plus mince, comment je peux dire, il fait les deux.
tu vois, enfin... Ouais, mais ok, il est plus équilibré, quoi. Voilà, il est plus équilibré, merci, c'est ça que je voulais dire. Donc, chaque personnage a des archétypes, des spécialisations, on peut passer de l'un à l'autre pour déclencher leurs compétences, ou leur donner des ordres, on peut garder Cloud et donner les ordres à nos personnages, ou switcher de l'un à l'autre, ce qui est très bien. Et en plus, pour densifier tout ça, les ennemis, ils ont des faiblesses qu'il va falloir analyser et comprendre pour les mettre en état de choc. Et c'est quand ils sont en état de choc qu'on va pouvoir leur faire beaucoup plus de dégâts. Parce que nos auto-attaques, nos attaques de base font très très peu de dégâts. Donc tu vois, en fait, on est sur un système qui est hyper dynamique, où on peut passer d'un personnage à l'autre, d'un archétype, de spécialisation pour mettre en difficulté nos ennemis et trouver la faiblesse. Donc c'est vraiment là aussi un très très gros point fort du jeu par rapport à l'original. Ils ont fait vraiment un travail d'orfèvre. C'est très pointu, c'est assez technique, c'est très dense. Non, franchement, j'ai très peu de réserves par rapport à ce système de combat qui, moi, c'est pas tout à fait ce que j'aime, mais qui est vraiment très bien fait. Juste petit défaut, je trouve, le système de matéria, donc c'est un petit peu les magies, je les trouve un peu sous-exploités. On peut pas trop comboter comme j'aurais aimé. Et aussi, il y a un personnage que je déteste par-dessus tout, mais j'en parlerai plutôt dans la chronique de Rebirth, c'est Chadley. Donc voilà, ceux qui ont fait le jeu me comprendront, mais je développerai cette idée plutôt dans Rebirth. Donc alors, donc tout ça c'est bien beau, comme on le disait, mais il y a un hic. Kira, il y a un hic dans le pâté quand même. Il y a quand même un hic, et tu l'avais montré du doigt sans le savoir. C'est que un remake d'un jeu PS1 sur 3 CD, en fait, c'est une tâche qui est absolument colossale. Oui. C'est un travail qui est très compliqué pour les développeurs, ce qui leur a poussé à faire des choix. Et le premier des choix, c'est qu'en effet, le premier jeu remake se passe exclusivement à Midgar. Et comme tu l'as dit, Midgar, normalement, c'est le prologue du jeu. Et là, ils en ont fait un jeu entier qui dure entre 30 et 40 heures. Donc, en plus, un jeu long de quelque chose qui faisait quelque chose qui faisait 4 heures. Et donc, oui, en fait, franchement, oui. De faire... En fait, le prologue, normalement, il est là pour te dresser les enjeux, te présenter le groupe, développer la fraternité et lancer l'aventure. Sauf que ça, on le fait en 40 heures. Bah, ça dilue un petit peu tout ça, je trouve. Et ça en effet, bah oui, ça dilue, et il y a des temps longs. Il y a vraiment des passages, en plus d'un level design parfois hasardeux, comme j'ai dit, les tronçons d'autoroute et tout, où moi, en fait, j'ai vraiment soufflé. J'ai pesté contre le jeu. Il y a certains moments, je l'ai même détesté, parfois. Parce qu'il y a des temps vraiment longs. Mais, je parlais de promesse au tout début, parce que en fait, je pense que Final Fantasy VII, c'est avant tout une promesse. Et en fait, c'est un remake qui est très fidèle, déjà, vraiment, mais qui, dès le début, marque un petit peu la différence. Avec un Avalanche un peu moins extrémiste, une Shinra plus manipulatrice. Enfin, il y a de la nuance qui est apportée par rapport à l'original, ce que l'on voyait dans... C'est moins binaire, quoi. C'est un peu moins binaire. Aussi, dans Final Fantasy VII, il y a une mascotte, elle s'appelle Stamp, c'est un petit chien, une mascotte, un petit chien soldat, qui est différent. Enfin, on en a plusieurs versions dans ce Final Fantasy VII, ce qui induirait plusieurs univers, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas dévoiler. Oui, exactement. Et en fait, si tu veux, c'est à la fin du jeu, vraiment, que toute l'aventure a pris du sens pour moi, que mon regard a changé, parce que j'étais plutôt sur quelque chose de très négatif sur Final Fantasy VII Remake, sauf que à un moment il y a une connexion qui s'est faite et j'ai réalisé, et c'était un énorme tour de force, donc je ne dévoilerai pas trop d'éléments d'intrigue, mais c'est que Final Fantasy VII Remake est bien plus qu'un remake en fait. Il portait je le savais pas, mais il portait une ambition bien plus grande, une ambition si forte que je la trouve assez inédite et à prise de risque dans le jeu vidéo actuel, parce que et si ce Final Fantasy VII Remake faisait la connexion entre le chef-d'œuvre d'il y a 20 ans et le jeu et le remake, et si finalement c'était pas vraiment un remake mais plutôt une suite qui serait offerte à nos joueurs, enfin à nous, comme un crédit supplémentaire nous permettra de changer certaines choses, parce que Final Fantasy VII, l'original, tout ne se passe pas forcément bien dans le jeu. Donc j'en dirai pas plus pour laisser planer vraiment le mystère de cette ambition, mais sachez que je commencerai à y répondre évidemment dans Rebirth, parce que ce sont des premières clés de réponse à tout ça, mais c'est vraiment pas qu'un simple remake. Est-ce que tu penses que c'est un peu comme, après c'est peut-être spoilé, mais comme tu sais les 4 films Evangelion en fait? Alors c'est un peu spoilé, mais le parallèle est très judicieux. J'en dirai pas plus, parce que c'est un parallèle que je fais dans ma chronique sur Rebirth. D'accord. En tout cas, ça me fait penser à ça quand t'en parles. En fait, ouais, je te dis, c'est... On aura la réponse dans 15 jours. C'est ce que je disais vraiment en préambule, on n'est
plus sur une promesse que sur un remake. Et ça, franchement, c'est un tour de force assez incroyable. D'accord. La musique, je n'en parle pas. Elle est somptueuse, mais je développerai dans Rebirth parce qu'encore une fois, la chronique est déjà longue. Donc, chronique en 2 épisodes avec Rebirth. Sachez aussi qu'il y a une version intergrade qui s'appelle de Final Fantasy VII où il y a dedans le DLC intermission, donc qui permet de jouer Yuffie, un DLC dédié que sur Yuffie, donc c'est un petit personnage excentrique assez rigolote, une petite ninja, une shinobi du Wutai. Donc c'est un DLC assez agréable avec un gameplay qui lui est propre, parce que c'est ça vraiment qui est bien dans le gameplay de Final Fantasy VII, c'est que chaque personnage a ses compétences, son archétype, et elle a le sien aussi. Et aussi, elle offre une vision différente de l'aventure que l'on a fait avec les personnages, les autres personnages, parce que elle vit les catastrophes qui se passent dans FF7 Remake. Elle subit aussi comme les autres, donc voilà, c'est appréciable de voir ce qu'on a fait dans le jeu via un autre prisme. Et en plus, il y a eu une mise à jour PS5 qui rend le jeu, franchement, FF7 Remake est très 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 plus joli, plus fluide, moins de temps de chargement. Ouais, plus joli, plus fluide, 60 FPS, pas de temps de chargement, et enfin voilà, tu as tout dit. Donc cette version intergrade, elle est vraiment c'est celle-ci qu'il faut jouer. Donc en conclusion, et navré, je sais que la chronique a été très longue, mais j'ai autant aimé que détesté Final Fantasy VII Remake. C'est fou parce que je suis un grand fan de Final Fantasy VII, mais l'objectivité m'oblige à dire les choses. Mais c'est une leçon de joueur pour moi, ce jeu, vraiment, car on dit souvent, tu sais, Kira, que ce qui compte, c'est l'arrivée. C'est pas l'arrivée, mais c'est plutôt la quête et le chemin. Et ben en fait, je trouve que cet adage, il est complètement faux dans ce cas précis, car moi, le chemin a plutôt été parsemé de frustration, de longueur, de moments magnifiques, de super moments dans le wall market, etc. Mais beaucoup de moments très inégaux. Mais au bout du tunnel, la lumière apparaît, et si tu veux, comme un puzzle qui se découvre sous nos yeux, FF7 Remake prend tout son sens. Le jeu et moi, en fait, on a fini par se comprendre à la fin, si bien qu'il m'a vraiment, vraiment touché. Le final est sans doute l'un des finals les plus grandioses que j'ai vu dans un jeu vidéo. Avec une telle intensité, une telle mise en scène, qui m'a fait oublier tout le reste. Et de ce final découle ce que je disais un tout petit peu avant. Final Fantasy VII Remake n'est pas seulement un remake, il est beaucoup plus que ça. Il est là la promesse d'une aventure vidéoludique comme aucune autre. Il est peut-être même la promesse de la renaissance totale d'une œuvre, d'un chef-d'œuvre. Et si la promesse est tenue, vous aurez des premières clés, en tout cas, avec ma chronique sur Final Fantasy VII Rebirth dans 2 semaines. Et est-ce que tu vas nous faire entre les deux Advent Children ? Tout à fait, c'est mon HS de la semaine prochaine. Donc ça fait vraiment un beau fil rouge qui va durer sur... Ouais, c'est cool ça. J'aime bien moi quand il y a des fils rouges comme ça. Donc voilà, je vous l'ai dit, chronique très dense, Kira, mais en fait, faut vraiment se dire que ce jeu il est comme aucun autre, et il fallait quand même lui rendre hommage. Rebirth ne sera pas aussi long parce qu'il y a plus, la note d'intention n'est pas la même. C'est vraiment avec Remake que j'ai découvert que, en fait, ils sont allés plus loin et ils ont emmené les joueurs vers quelque chose, tu vois, qu'on soupçonnait pas. Et ça, c'est très fort quand même. Oui, puisque tu conseilles, du coup, pour synthétiser, c'est que si les joueurs sont frustrés ou agacés de la direction prise, il faut vraiment qu'ils persistent à aller jusqu'à la fin, car le jeu en vaut la chandelle et ça explique tout, en fait. Il faut absolument aller à la fin. Et aussi, quand même, je trouve, vraiment, peut-être que je me ferai contredire par des auditeurs, mais en prérequis, je pense qu'il faut avoir fait l'original pour l'apprécier à sa juste valeur, parce qu'encore une fois, les développeurs nous emmènent dans une trajectoire qui est assez époustouflante. Mais si on n'a pas fait l'original, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses quand même. D'accord, je comprends. Donc voilà, écoutez, j'ai beaucoup parlé sur cette chronique Final Fantasy VII Remake, mais c'est pas n'importe quelle chronique. Et je crois que toi aussi tu as prévu, donc on savait que c'était une grosse émission cette semaine, et tu as prévu une très très belle chronique sur la planète des singes. Le Nouveau Royaume, c'est ça, titre que tu adores ? Oui, c'est ça, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, donc titre comme tous comme les derniers Planètes des Singes, en fait, je préfère le titre américain qui est The Kingdom of the Planet of the Apes, en fait, que je trouve plus sympa que le Nouveau Royaume de quoi, clairement... Voilà. Donc je vais l'appeler La Planète des Singes tout court pour des raisons de simplification, mais dans mon cœur c'est The Kingdom of the Planet of the Apes tout simplement. Et là vous avez un petit morceau musical pour vous mettre dans l'ambiance, car j'ai des choses à dire sur ce film. Ah très bien, j'espère qu'il y aura Diddy Kong dans le film, parce que je suis fan de ce singe. Et il y a Diddy Kong et Dixie Kong également. Oh excellent.
comme vous le savez, je suis fan de La Planète des Singes. J'en ai parlé lors de ma précédente critique, tout à fait, où j'avais chroniqué La Planète des Singes, les origines, quand j'ai commencé à me refaire la trilogie César, justement. C'est une saga chère à mon cœur, le livre également que j'apprécie, que je relis régulièrement. Donc autant te dire que j'étais hypé comme jamais pour aller voir ce nouveau film. Donc il fait partie de mes 3 plus grosses attentes de l'année, avec Dune, qui a réussi son coup, La Planète des Singes, vous saurez s'il a réussi son coup, et Furiosa, qui arrive la semaine prochaine, que je vais aller voir. D'ailleurs, si vous êtes sur Caen, il y a une nuit Mad Max au Luxe, où vous avez tous les films Mad Max à la suite, donc ça commence à 20h, ça finit à 7h du matin, et je pense y être pour m'éclater comme un bossu. Enfin bref. Pour dormir, quoi. Voilà, non, même pas, les Mad Max, ça se savoure, enfin bref. Alors la saga La Planète des Singes a toujours été une métaphore fascinante pour l'exploration de la condition humaine. Et le dernier opus, Le Nouveau Royaume, ne fait pas exception. Ce film représente une prouesse technologique, donc technique et narratif, offrant une expérience cinématographique qui est à la fois un hommage et une réinvention du film original, donc du premier Planète des Singes de 68. Dès les premières images, ce film captive par sa beauté visuelle, les paysages sont à couper le souffle, oscillant entre des étendues sauvages et des cités simiesques, d'une complexité architecturale assez stupéfiante. La direction artistique est un triomphe à mon sens, c'est le plus gros point fort du film, créant à la fois un monde étranger et familier où chaque détail semble avoir été peaufiné avec soin. J'aime beaucoup cet effet post-apocalyptique où c'est la nature qui reprend son droit sur les constructions humaines. Un peu comme The Last of Us. Un peu comme The Last of Us, tout à fait. C'est un peu du post-apo écolo, en fait. On va retrouver, justement, à contrario d'un Mad Max où c'est du désert, on va retrouver un peu cette jungle qui a repris la possession de la planète. Ce qui colle parfaitement bien, du coup, avec les nouveaux habitants de cette planète, qui sont les singes, au final. Bien sûr. La performance capture, donc désormais signature de la franchise, atteint de nouveaux sommets. Les expressions des personnages simiens sont d'une telle finesse qu'elles transmettent chaque émotion avec une intensité rarement vue à l'écran. Cela crée un lien empathique assez fort, en tout cas chez moi. Ce qui est bien, entre guillemets, ce qui est important pour pouvoir justement s'identifier à ces personnages qui sont non humains au final et qui reflètent de leur côté notre propre humanité. Le seul bémol que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est que le personnage principal, le singe principal, me semble être le moins bien fait de tous en fait. Ce qui est dommage, je le trouve un peu lisse physiquement. Ils ont voulu le faire ressembler un peu à César, donc il va avoir une marque à un certain endroit, il va avoir des traits qui vont ressembler à César, comme s'il voulait créer un nouveau César. Mais du coup, ça en crée un personnage peut-être un peu lisse déjà. Plus générique. Dans cette thématique, plus générique, et bizarrement je trouve que c'est peut-être le singe le moins bien fait. Tous les autres singes ont des tronches un peu différentes, en fait, ont certaines spécificités physiques qui permettent peut-être de travailler davantage la performance capture, mais lui c'est vraiment un singe qui ressemble à un singe en fait, et du coup on a cet effet des fois de vallée dérangeante où on se retrouve parce qu'on sait à quoi ça ressemble un singe en fait, et donc on n'a pas, déjà il n'a pas le charisme de César, mais surtout voilà, c'est le personnage que j'ai trouvé le moins bien fait techniquement, on va dire. Ouais, c'est dommage. Le projet de The Kingdom of the Planet of the Apes trouve ses racines dans la volonté de continuer l'héritage de la trilogie César, tout en explorant une nouvelle direction. Inspiré toujours par le roman de Pierre Boulle et des films précédents, ce chapitre a été conçu pour approfondir l'univers et explorer les conséquences des actions passées des protagonistes. On retrouve de nouvelles thématiques, des thèmes plus contemporains tels que la mémoire collective et l'interprétation des messages du passé à travers le voyage du jeune singe Noah. Le film pose des questions sur l'idéologie, le pouvoir et la connaissance. Ces thèmes sont traités avec une maturité qui pousse à la réflexion. Ça invite le spectateur à considérer les parallèles avec notre propre société, et donc comme il est de coutume dans toute la saga de La Planète des Singes, et la question de l'héritage est centrale dans ce nouveau film. Il explore comment les actions de nos prédécesseurs façonnent notre présent et notre futur, et comment la compréhension et l'interprétation de cet héritage peuvent mener à des choix cruciaux pour l'avenir. Mais le principal défaut du film reste le rythme. Bien que ce film soit une réussite sur de nombreux plans, le film souffre d'un rythme assez inégal qui peut nuire à l'expérience globale, avec une durée qui aurait pu être raccourcie facile de 20 minutes. Le film dure 2h30 à peu près. Il s'étend par moments assez inutilement, perdant ainsi une partie de son intensité dramatique.
Le problème de rythme est exacerbé par la tendance du film à privilégier la mise en place d'éventuelles suites au détriment de sa propre histoire. En conséquence, certaines scènes semblent plus servir de tremplin pour l'avenir que de contribuer à la cohérence narrative du présent. Cette approche peut laisser certains spectateurs avec le sentiment que le film n'a pas atteint son plein potentiel en tant qu'œuvre autonome. Et c'est le problème qu'on va retrouver dans beaucoup de films qui sont imaginés en franchise maintenant, en fait. Le film peut se suffire à lui-même, mais se laisse tellement de portes ouvertes ou prend tellement de temps, des fois inutilement, que ça reste quelque chose d'assez, pour moi, à mon sens, assez désagréable. Il y a des temps longs, quoi. En fait, un peu comme dans FF7 Remake. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, le lien, quoi. Un peu dilué parfois. Ensuite, dans le choix de faire de Noah un protagoniste pacifiste et audacieux est intéressant. Cependant, cela a pour effet de rendre le personnage quelque peu lisse, surtout en comparaison avec César, dont le charisme et la complexité ont marqué la franchise. L'ombre de César plane effectivement sur ce nouveau chapitre, et Noah semble manquer de cette étincelle rebelle qui rendait César si captivant. Quant à Nova, le personnage humain principal, donc son personnage est doté de capacités qui frôlent l'invincibilité par moment, ce qui peut effectivement diminuer la tension dramatique, et le twist narratif, bien que potentiellement surprenant, est introduit bien trop tardivement dans le film. Cette révélation ne laisse pas suffisamment de temps pour explorer ses implications, ce qui peut laisser le spectateur sur sa faim. De plus, moi je l'ai trouvé très très prévisible de par, comment dire pour pas spoiler, de par certaines choses environnementales, qui fait que j'ai grillé le truc assez rapidement au final. Et en fait, ils ont décidé de faire de ce twist-là quelque chose d'important dans le film. Mais moi, perso, je l'ai grillé, mais au bout d'un quart d'heure de film. Ah ouais. Moi, ça m'a laissé sur ma faim. Le côté prévisible a atténué l'impact désiré, en fait, a contribué à une certaine, ça a même contribué à une certaine déception quant à la construction de ce récit, tu vois. Nova également, je la trouve, donc comme je disais tout à l'heure, complètement cheatée. Elle pourrait probablement gagner une partie d'échecs en 2 coups, ce qui est un peu con pour la tension dramatique. Un personnage trop puissant tend à réduire les enjeux, car il semble y avoir peu de risques réels pour lui. Cela peut rendre les conflits moins prenants et les résolutions trop prévisibles. Et le twist tellement attendu qu'on pourrait croire qu'il a été livré par Chronopost, arrivant bien trop tard pour surprendre qui que ce soit. Le gros point fort, ça reste l'héritage de César, qui est au cœur du conflit idéologique, un conflit d'ailleurs certes assez poignant. D'un côté, nous avons le principal antagoniste qui s'approprie cet héritage pour justifier une soif de conquête. Ce détournement des idéaux de César crée une dissonance assez troublante, car il utilise le respect et l'admiration que les singes portent pour leur ancien leader pour alimenter ses ambitions expansionnistes. Cet antagoniste, bien que pareil, pas assez développé, mais en déformant les enseignements de César, montre comment un message peut être manipulé et utilisé à des fins contradictoires, et son intention originale. Cela soulève des questions sur la nature du pouvoir et sur la façon dont les figures historiques peuvent être idolâtrées ou diabolisées pour servir des agendas contemporains. En opposition, Laurent-Houtan incarne une interprétation pacifiste de l'héritage de César. Elle vend ses principes à un niveau quasi religieux. Ce personnage apporte une dimension spirituelle et méditative au récit, rappelant que les enseignements de César étaient fondés sur l'harmonie, la coexistence pacifique. Et c'est pour moi le côté le plus cool du film, c'est qu'il offre une réflexion qui est quand même très pertinente à l'heure actuelle sur l'interprétation des héritages en général. Il met en lumière la manière dont les textes et les actions peuvent être interprétés de manière divergente, voire dénaturées pour des objectifs contradictoires. C'est un message puissant sur la responsabilité de préserver l'intégrité des idéaux et sur les dangers de leur instrumentalisation. Et est-ce que pour avoir toutes les clés de compréhension de ce film, il faut avoir justement l'héritage de César en tête? Est-ce qu'il faut avoir vu la première trilogie?
Alors non, ça reste une bonne entrée en matière, on n'est pas obligé, bien que le film commence sur un événement qui conclut le 3, mais ça reste quand même mieux d'avoir vu les 3 premiers, surtout pour l'affect qu'on peut avoir pour César, et quand on voit un petit peu comment il en est arrivé juste là. Après, c'est suffisamment bien expliqué, suffisamment bien apporté pour comprendre les choses. Là où c'est drôle, par exemple, c'est que quand tu as vu les 3 premiers films, Laurent Houtan, qui est un peu la sagesse du groupe, qui connaît, tu sais, comme je te dis, c'est quasi un moine, il connaît tout l'héritage de César, mais c'est marrant, c'est dans sa façon d'expliquer les choses, il raconte aussi des choses erronées qui sont bien trop belles, tu vois. Ils vont par exemple dire que les humains et les singes vivaient de façon harmonieuse et pacifique tous ensemble, alors que bah non, on sait que c'est pas vrai en fait. Mais du coup, avec le temps, les messages changent et on peut se retrouver avec des figures historiques, donc comme actuellement par exemple, je sais pas, Napoléon, qui va se retrouver avec une certaine image qui a été dénaturée ou changée avec le temps en tout cas, et chacun y met son petit grain de sel, son avis, ce qui est tout à fait normal, et ce film-là arrive justement à nous transmettre ce message, ce qui est une grosse originalité dans l'histoire de la planète des singes du coup. À côté de ça, le film est un peu un remake déguisé du premier. On va retrouver certaines scènes importantes du premier Planète des singes, celui de 1968, comme une battue entre les singes et les humains, par exemple. On va retrouver certaines thématiques sur les humains, entre autres, et sur l'évolution des singes. Et encore une fois, ça fait sens dans cette saga-là, mais si on a déjà vu les anciens films, on peut se retrouver avec quelque chose de déjà vu par moment. D'où peut-être cette sensation de lenteur sur certains moments. Je vais conclure, je parle déjà depuis suffisamment longtemps. The Kingdom of the Planet of the Apes est un film magnifique qui réussit à être à la fois divertissement et intellectuellement stimulant. C'est une preuve de la capacité de cinéma à nous faire réfléchir tout en nous émerveillant. Bien que cette nouvelle itération soit visuellement époustouflante et thématiquement riche, il est important de reconnaître que son rythme irrégulier et son focus parfois trop tourné vers l'avenir peuvent en faire un visionnage moins satisfaisant que prévu. Les quelques innovations sont intéressantes pour la saga, mais il est important de reconnaître que les protagonistes et la gestion de la tension dramatique n'est pas sans défaut. Ces éléments auraient pu être affinés pour ouvrir une expérience plus riche et plus intense, mais le film ne se contente pas que de divertir, il invite également à une introspection sur la façon dont nous, en tant que société, choisissons de perpétuer ou de transformer l'héritage de nos prédécesseurs. Voilà. Donc c'est pas un mauvais film, j'ai malgré tout beaucoup apprécié, j'ai été déçu, c'est le moins bon des 4. Voilà. Ah ouais, carrément. Mais voilà, mais je n'ai pas passé un mauvais moment malgré tout. Après c'est un film à voir déjà sur grand écran pour profiter de l'habillage et de l'image, mais voilà, ça, pour moi ça reste quand même une petite déception, même si ça reste un de mes meilleurs films de l'année, si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, en tant que gros fan d'hardcore, je suis un peu déçu. Après, j'ai pas passé un mauvais moment et c'est un peu ce que je rêvais de voir étant gosse sur grand écran. Bon, franchement, une chronique ultra riche, hein, tu nous as dit plein de choses intéressantes, donc moi je retiendrai surtout un beau côté post-apo avec la nature qui reprend ses droits, enfin tout ça ça me parle beaucoup, et rien que ça donne envie en tout cas de voir ça au cinéma, de profiter du très grand écran, enfin ça doit être un beau spectacle. Après, j'ai volontairement pas dit le synopsis du début du film en début de chronique, parce que je trouve que le synopsis en dit trop. La seule chose que vous devez savoir, c'est une quête d'un singe qui vient d'une petite tribu reculée à la recherche de quelque chose et qui va devoir traverser ce nouveau monde en fait. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, car encore une fois, certains synopsis ou certaines bandes annonces en disent beaucoup trop, et donc j'ai préféré me contenter au strict minimum. C'est actuellement au cinéma, bien sûr. Bon, merci beaucoup, mon cher Kira. Est-ce que tu as des big up à faire pour terminer cette émission ? Si, j'avais noté un big up de Sandro qui nous a envoyé un message car il a découvert tout à fait par hasard notre podcast en fait, et ça lui a beaucoup plu. Il les a quasiment tous rattrapés et il nous a recommandé une bande dessinée. Donc je vais aller voir de quoi ça parle en tout cas, mais ça a l'air plutôt intéressant. Ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré un auditeur ce matin, Ben, à la salle de sport, qui avait reconnu une de mes publications via mon bracelet violet. Donc ça m'a fait bizarre de rencontrer quelqu'un qui me connaissait alors que moi je ne le connaissais pas du tout. Donc je lui fais un petit coucou en tout cas. Du coup moi j'en ai deux. C'est Evel Lejean qui vient de nous découvrir, qui vient de rencontrer notre podcast sur son chemin, et il aime beaucoup. Il a aimé
la petite musique mystère de la semaine dernière. Donc c'était bien l'OST, le thème principal de The Last of Us. Donc bravo à lui pour avoir trouvé. Et aussi Titi 34000, donc adorable. Il se surnomme lui-même le vieux gamer de 55 ans. Donc il nous a découvert là aussi il y a très peu sur Amazon Music. Donc parce que oui, on est sur toutes les plateformes. Hein, Kira, si tu veux rappeler où nous trouver et faire en même temps la conclusion de ce très long épisode. Sinon, vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, Facebook, Instagram, bien sûr toutes les plateformes de podcast et le plus important, notre site web. Si vous voulez vraiment communiquer avec nous de façon plus simple, allez remplir le petit formulaire sur le site web. En fait, ça nous permet de l'avoir en direct. On a les alertes et c'est vrai que des fois ça peut passer à côté sur les messageries privées. Donc n'hésitez pas à nous contacter via ce biais et puis on vous fera un big up pendant l'émission. Est-ce que tu connais ta chronique de la semaine prochaine? Moi, je l'ai dit, Final Fantasy VII Advent Children, pour rester dans le fil rouge. Et toi? Alors normalement ça sera Dragon's Dogma 2. Si, parce que quand on croit que c'est terminé, il y en a toujours encore un petit peu. Donc je vais voir, sachant que je vais avoir une semaine un petit peu plus chargée. Sinon j'ai un autre test derrière qui est quasiment terminé, qui est en cours, donc ça sera peut-être le test de remplacement, mais je n'en parle pas. Écoute, on verra ça semaine prochaine, du coup ce sera la petite surprise. Et en attendant, on va vous souhaiter une excellente fin de semaine. Kira, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous pour vos écoutes. Merci à tous pour les petits messages que nous envoyez. Ça fait vraiment chaud au cœur. Profitez de cette semaine pour jouer à la console ou sur PC, bien sûr, de regarder des films, de lire des bandes dessinées et des mangas. Et puis moi, je vous dis ciao. Ciao.